Les particules ultra fines qui sont générées par la pollution des navires augmentent les risques d'attaque cardiaque. Le soufre a un important impact sur la santé des riverains et aussi sur la santé de l'océan puisqu'il contribue à l'acidification de l'océan et on a du coup moins de capacité à réguler le climat. By 2025, all new ships will be a massive 30% more energy efficient than those built last year. It's good news for the climate because better energy efficiency means a lower carbon footprint. And it's good news for people everywhere because shipping is the only sustainable transport method that can support the world's growing population. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un changement de carburant, qu'on pose des filtres à particules et que le port prenne ses responsabilités en adaptant les taxes portuaires en fonction de la performance environnementale des navires qui arrivent. Dès aujourd'hui, nous devons penser et construire la ville durable, le juste équilibre entre l'évolution de la ville et le développement durable. Le bâtiment est au cœur de la ville durable et des territoires, il doit donc s'inscrire dans une démarche responsable. Qu'il s'agisse d'activités de bureau, culture, éducation, santé, sport ou même hôtellerie, il doit être construit, rénové, exploité pour être un bâtiment durable. Alors, agissons dès maintenant. Mais qu'est-ce qu'un bâtiment durable ? Une meilleure qualité de vie aux occupants, le respect de l'environnement, des performances économiques accrues et le management responsable. Voici l'ADN d'un bâtiment durable, le cadre à partir duquel l'offre HQE Bâtiment Durable de Certivea a été développée. Nous vous proposons 28 thèmes comme le changement climatique, la biodiversité ou encore l'économie circulaire. Des indicateurs de mesure de performance inédits et des services à la carte, évaluation, certification ou benchmark. Tout pour améliorer les performances durables de vos bâtiments. Alors, évaluez une ou plusieurs thématiques sur un ou plusieurs bâtiments. Posez un diagnostic, définissez vos pistes de progrès et validez vos choix d'investissement. Certifiez pour valoriser les performances des bâtiments attestés par des intervenants tierces parties. Vous êtes un acteur responsable. Avec la certification, faites-le savoir. Pérennisez vos investissements et augmentez la valeur et l'attractivité de votre bâtiment. Benchmarkez. Comparez les performances
Identifiez vos points forts et faites la différence. Tous ces services sont à votre disposition en fonction de vos besoins grâce à Isia, notre plateforme interactive sécurisée et notre équipe toujours à votre écoute. Avec HQE Bâtiments Durables de Certivea, travaillons ensemble à construire les territoires et les villes durables de demain. Nous utilisons tous les jours de nombreux produits et objets, comme celui-ci, celui-là, ou celui-ci. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Ou encore celui-là, oui, celui-là, nous sommes très nombreux à l'utiliser. Oui, mon chouchou. On va reparler de toi tout à l'heure, sois sage. Mais tous ces produits et objets ne sont pas tombés du ciel. Chaque produit suit un parcours que l'on appelle le cycle de vie du produit. Ce cycle commence par l'étape d'extraction de la matière première. Les matières premières sont des ressources naturelles qui proviennent du sol ou du sous-sol. Par exemple le pétrole, le coton, le bois, les minéraux et les métaux comme le fer, le lithium, l'or, le granit et bien d'autres encore. Et il faut souvent plusieurs matières premières pour fabriquer un produit. Ensuite, il faut transformer et assembler ces matières pour fabriquer le produit. Une fois fabriqué, il est transporté vers son lieu de vente. Il est stocké et commercialisé en magasin. Puis un jour, il est acheté. Par vous, par moi, on l'utilise, plus ou moins longtemps, et puis un jour, on ne l'utilise plus du tout. Le produit peut alors être revendu, donné, troqué, réutilisé, réparé, recyclé, composté. Mais s'il est jeté à la poubelle, c'est la fin. Les matières qui le composent ne pourront pas resservir. Et le cycle de vie d'un produit n'est pas sans impact sur l'environnement. Prenons l'exemple de mon smartphone. Je t'avais bien dit que je reparlerais de toi, mon chouchou. Ses composants électroniques, ses circuits imprimés ou même son écran utilisent des métaux rares comme le tantale ou l'indium, qui sont extraits du sous-sol. Cela puise dans des ressources naturelles non renouvelables. L'activité minière pour les extraire est également consommatrice d'énergie. La fabrication de l'écran, des circuits intégrés appelés puces, est très énergivore et la fabrication de certaines batteries émet des oxydes d'azote dans l'air qui rendent les pluies acides. Les différentes étapes de transport consomment des carburants et sont source d'émissions de gaz à effet de serre. Pendant son utilisation, le smartphone va consommer de l'énergie. Enfin, quand il n'est plus utilisé, il est souvent conservé ou laissé dans un tiroir. Les composants ne peuvent donc pas être réutilisés. Mais on peut limiter les impacts du smartphone avec quelques gestes simples. Utiliser le smartphone aussi longtemps que possible, le faire réparer quand il est en panne, le vendre ou le donner s'il est encore utilisable, cela permet d'éviter l'achat de produits neufs et donc l'utilisation de matières premières et d'énergie pour les fabriquer. S'il n'est plus utilisable ou réparable, le rapporter pour recycler en magasin ou en déchetterie. Les matières qui le composent seront ainsi réutilisées. Voilà, maintenant vous en savez plus sur la notion de cycle de vie du produit. Retenez qu'à chaque étape, il est possible de réduire les impacts environnementaux par des gestes simples, surtout si tout le monde s'y met. Retrouvez des conseils et des idées pour rendre votre quotidien plus écologique sur le site de l'ADEME. Nous en sommes tous parfaitement conscients. Des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone ? C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons, grâce aux forêts et au sol. Complétées si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver, l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de société différents. Le premier scénario, Génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société. La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi, pour mobiliser autour de la nature sanctuarisée et autour d'une économie du lien plus que du bien. La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols.
Le deuxième scénario, coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée. Le système économique vers une voie durable, sobre et efficace. Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués, ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés. La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui. L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, pari réparateur, permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques, avec plus de ressources matérielles et financières. Un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air, à l'état de pilote à ce jour. Ces différents scénarios soulèvent ainsi 5 grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété, jusqu'où? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité? Quelle économie du bâtiment demain? Quel modèle industriel sera mis en place? En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts, qu'il est impératif d'agir dès maintenant, qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Que la réduction de la demande en énergie, et donc de biens et de services, est le facteur clé pour l'atteindre. Que l'industrie va devoir se transformer, que le vivant est un des atouts principaux de cette transition, que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique, que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée, et que les énergies renouvelables sont indispensables. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner. Et bienvenue sur cette vidéo où nous allons chercher à répondre à la question « Qu'est-ce que la planification ?» Alors la planification, ça va consister à planifier vos activités et notamment vos activités de production. Alors tout d'abord, vous voyez ce petit schéma. Dans une supply chain, on va en permanence chercher à équilibrer la demande et nos ressources. Tout l'objectif de la planification va être de rechercher le meilleur compromis entre la demande, donc la demande, ça correspond à l'ensemble du travail que l'on a à réaliser, et les ressources que l'on a en face pour réaliser ce travail. Donc ça va être nos ressources machines, nos ressources humaines notamment. Et donc on va chercher ce juste équilibre, ce meilleur compromis pour avoir une capacité qui nous permet de répondre à la fabrication des produits qui nous sont demandés par nos clients. D'accord? Donc, seulement ce juste équilibre va nous permettre d'obtenir le meilleur compromis qui sera aussi l'optimum économique. Alors, dans une supply chain, on va parler d'un système de planification multiniveau. Alors, multiniveau, pourquoi? Parce que vous allez voir que la planification suit un système pyramidal, comme vous pouvez le voir sur la slide à l'écran. Alors, tout d'abord, vous avez dans une entreprise un plan stratégique qui va définir les grandes lignes de la stratégie de l'entreprise. Ce plan stratégique va être décliné en un premier niveau de planification des activités. Ce premier niveau, c'est ce que l'on appelle le plan industriel et commercial, ou le PIC. Donc à ce niveau, on va effectuer une planification des activités
de manière macroscopique. Donc, c'est-à-dire que l'on va planifier sur un horizon assez lointain qui va généralement entre 1, 2 ans jusqu'à 3, 4, voire 5 ans. Et on va planifier nos activités à une manière plutôt mensuelle, voire bimensuelle. À ce niveau de planification, nous allons raisonner en famille de produits. Donc, si on prend l'exemple d'un constructeur automobile, à ce niveau-là, vous allez simplement estimer les volumes de voitures que vous voulez construire sur un horizon de 2 à 5 ans et mois par mois. Donc, pour effectuer cette planification, vous allez définir les volumes à produire et vous allez, en parallèle, vous assurer en permanence que vous avez la capacité pour produire ces volumes. Donc, pour s'assurer de cette capacité, on va réaliser une analyse charge-capacité, que vous voyez ici, et qui va nous permettre de valider ou non le plan de production. Donc ça, c'est le premier niveau de planification. Ensuite, vous avez un deuxième niveau de planification que l'on va appeler le programme directeur de production, le PDP. Donc ce PDP, il a pour objectif de décliner le plan industriel et commercial à un niveau plus fin et à un horizon plus court. Donc, on va pouvoir commencer à parler en produits, en référence de produits, et non plus par famille de produits, comme au niveau du PIC. Donc, on va effectuer à nouveau une planification, mais cette fois bien plus précise, sur un horizon moins lointain, avec une précision accrue. Et de la même manière, pour s'assurer de la faisabilité de notre programme directeur de production, notre PDP, on va réaliser une analyse charge-capacité à ce deuxième niveau. Et enfin, vous avez un troisième niveau de planification qui est l'éclatement de ce programme directeur de production par un calcul des besoins nets. Et donc là, cette fois-ci, vous allez éclater vos articles à un niveau très fin, au niveau du composant, et vous allez planifier les activités liées à chacun de ces composants. Donc la fabrication de tous les éléments qui vont entrer dans l'assemblage de votre véhicule, par exemple. Et de la même manière, vous allez être beaucoup plus précis en termes de planification au niveau du calcul des besoins nets. Vous allez regarder moins loin, sur un horizon de temps plus court, de l'ordre de 0 à 3 mois. Et vous allez regarder, par contre, au niveau très détaillé, la planification de chacun de vos composants. Et comme pour les deux précédents niveaux de planification, vous allez réaliser une analyse charge-capacité pour toujours s'assurer que ce que l'on planifie sera réalisable avec les ressources dont on dispose. D'accord ? Donc, on est sur un système pyramidal multiniveau. Donc, on parle souvent de planification multiniveau en supply chain. D'accord ? Alors, on va détailler légèrement l'exercice plan industriel et commercial, donc notre premier niveau de planification. Donc, ce plan industriel et commercial, que l'on appelle le PIC, il va être réalisé la plupart du temps une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, selon les entreprises. Et donc, pour réaliser cet exercice, vous avez besoin d'entrer dans votre processus qui sont principalement les besoins. Donc, les besoins, c'est ce que vos clients vous demandent ou des prévisions de vente. Dans ces besoins, vous allez aussi devoir intégrer d'autres facteurs tels que des opérations marketing, par exemple, qui vont arriver dans les prochains mois et qui pourraient booster vos volumes de vente et donc les volumes à produire. Vous allez aussi devoir être attentif à des futurs produits, des futurs lancements de produits qui peuvent arriver dans les mois prochains et qui peuvent également modifier votre planification avec l'intégration de nouvelles références de produits à fabriquer. Donc, vous allez intégrer l'ensemble des besoins comme une entrée de votre processus PIC. Et vous aurez également besoin d'avoir vos ressources. Donc, quelles sont les ressources dont je dispose? Quel est mon effectif? De combien d'opérateurs ai-je besoin? De combien d'opérateurs dispose-t-on dans nos ateliers? Vous allez aussi devoir regarder quels sont les calendriers de votre usine, les périodes de fermeture, les périodes de vacances, par exemple, et également la capacité de vos fournisseurs principaux qui peuvent avoir un impact sur votre planification. Donc, en entrée, vous utilisez vos besoins, vos ressources, et vous allez réaliser cette adéquation charge-capacité pour proposer un plan de production adapté et réalisable. Donc, en sortie de ce plan industriel et commercial, ça va nous permettre de prendre des
des grandes décisions, des décisions assez structurantes pour les entreprises, d'où l'importance de cet exercice, qui vont être, alors tout d'abord, proposer un plan de production. Donc proposer un plan de production, ça veut dire donner des volumes de production sur un horizon long terme, mois par mois. Vous allez également prendre des décisions au niveau de vos effectifs. Donc adapter nos ressources, ça veut dire probablement embaucher des gens si nos volumes de production sont amenés à monter dans le futur, par exemple. Ça va également vous permettre de fournir à vos principaux fournisseurs des prévisions sur un horizon tout aussi long pour leur donner de la visibilité sur l'activité que vous allez leur sous-traiter dans les mois, dans les années à venir. Et vous pouvez également prendre d'autres types de décisions qui peuvent concerner les stocks, par exemple. Quelle va être notre politique de stock sur les mois, les années à venir, voire, pourquoi pas, rechercher un nouveau sous-traitant si on a des volumes de production qui sont amenés à grossir de manière importante. Donc tout ça, ce sont des types de décisions qui seront prises dans le cadre du plan industriel et commercial. Donc je vais vous montrer à titre d'exemple quelques stratégies de production qui peuvent ressortir d'un choix réalisé dans un plan industriel et commercial. Donc là, vous avez sous les yeux 4 stratégies de production qui vont correspondre, chacun dans son entreprise, à la solution la plus adaptée aux produits que vous fabriquez. Donc la première, ça va être une stratégie que l'on appelle le chase. Donc ça signifie que vous allez produire exactement le besoin de votre client. Vous voyez ? Donc ça peut amener à des fluctuations assez importantes au fur et à mesure de l'année, qui ne sont pas forcément faciles à gérer au quotidien dans vos ateliers, mais c'est une stratégie. Vous avez ensuite la stratégie de production lissée. C'est une stratégie assez répandue sur laquelle vous allez lisser la production tout au long de l'année à un niveau constant. Et vous avez autour de ça une demande client qui, elle, peut varier selon les mois, selon les saisons. Votre stratégie lissée va vous permettre de constituer des stocks dans les périodes où la demande est plus faible et de consommer vos stocks dans les périodes où la demande est plus élevée. Par contre, porter des stocks, cela a un coût, mais c'est un choix qui sera arbitré, par exemple, dans une réunion pic. Vous avez également une stratégie qui peut être la sous-traitance. Donc la stratégie de sous-traitance, ça va consister la plupart du temps à assurer un minimum de production à un niveau lissé, et tout ce qui va être supérieur à votre niveau plancher va être sous-traité à l'extérieur. Donc vous avez à la fois l'avantage de la production lissée, donc vous allez avoir un effectif constant, par exemple, ça peut être très confortable dans une entreprise, et tout le surplus qui peut varier selon les mois, selon les saisons, vous allez le sous-traiter à un fournisseur extérieur. C'est une troisième stratégie. Et enfin, vous avez une quatrième stratégie qui est une stratégie finalement hybride entre la stratégie lissée et la stratégie chase, c'est que vous allez fonctionner plutôt par palier. Donc vous allez avoir par exemple sur une année, comme dans cet exemple, 2 paliers de production. Un lorsque la demande est plutôt haute, un second palier en période creuse où vous allez abaisser vos volumes de production et les garder constants pendant plusieurs mois avant de remonter à nouveau pour la saison haute à un nouveau palier de production à un niveau plus élevé. Donc là, c'est une stratégie hybride. Alors, pour vous montrer un exemple, on a sous les yeux un exemple de stratégie level, donc une production lissée. Donc vous voyez dans le petit tableau, mois par mois, vous avez des prévisions qui sont les prévisions de vente de vos clients. Et vous avez une deuxième ligne qui est la production. Donc vous avez fait le choix dans cette stratégie de lisser la production au fil des mois. Donc on produit 1500 pièces tous les mois de l'année. Donc le résultat de ce type de planification fait que vous allez avoir un stock qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Votre production est lissée, mais votre demande évoluant selon les mois, c'est le niveau de stock qui va absorber ces variations. Et c'est ce que vous montre très bien le graphique. Vous avez un niveau de production à 1500 pièces par an. Vous avez une demande qui est plutôt élevée en début d'année, qui va être plutôt creuse sur la fin d'année. Et vous avez les barres grises qui sont le volume de stock. Donc ce que l'on voit, c'est que le volume de stock va plutôt avoir tendance à fondre pendant la période de demande élevée de vos clients et à se reconstituer lorsque la demande faiblit et que votre production est plus importante. Donc voilà un exemple
de planification à un niveau PIC. Donc c'est une planification mois par mois sur un horizon plutôt long terme. Donc là, on voit 1 an de planification, mais sur un pic, on va plutôt aller jusqu'à 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans selon votre type de produit et votre entreprise. D'accord? Donc voilà pour l'exercice PIC. C'est notre premier niveau de planification. Le deuxième niveau de planification dont on a parlé, c'est ce qu'on appelle le programme directeur de production. Donc, il va s'agir d'éclater notre plan industriel et commercial à un niveau plus détaillé, de manière à planifier les activités de manière plus précise, sur un horizon plus court terme et au niveau de l'article et non plus de la famille d'articles. Donc l'établissement de ce programme directeur de production, il va se réaliser en 3 étapes. Donc la première étape, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'on va désagréger le plan de production qui est par famille, issu du PIC. On va le désagréger de manière à l'avoir en PDP par article. Donc on va éclater nos familles de produits en sous-ensembles et on va planifier nos sous-ensembles. Donc là, vous avez l'exemple d'un ordinateur. Au niveau du PIC, vous planifiez un volume d'ordinateurs par mois. Et lorsque vous allez désagréger ce PIC, vous allez être amené à planifier les composants, les gros composants, les composants principaux de l'ordinateur, peut-être à la semaine, peut-être même à la journée, et sur un horizon moins éloigné, donc plutôt entre 0 et 18 mois. D'accord? Et la troisième étape de l'établissement d'un programme directeur de production, ça va être sa validation. Et pour valider un programme directeur de production, on va à nouveau réaliser une adéquation charge-capacité qui va nous permettre de regarder si la planification proposée pour nos activités correspond ou est cohérente avec les ressources dont on dispose pour réaliser les activités. Donc on peut être amené à mettre le doigt sur des petits problèmes de capacité. Par exemple, un mois où la demande est particulièrement élevée et où vous avez beaucoup d'effectifs en congé, par exemple, ça peut être un problème où vous allez être amené à définir des solutions avant de valider votre PDP. Donc ça peut être repousser de la production ou anticiper de la production. Ça peut être renforcer temporairement vos opérateurs en faisant appel à du travail temporaire. Donc ça peut être tout un tas de solutions. Une fois que vous allez proposer votre programme directeur de production équilibré, alors vous aurez résolu tous les écarts et vous pouvez valider votre PDP. Une fois validé, c'est ce PDP qui va être exprimé vers vos différentes unités de production ou lignes de fabrication pour entrer en production finale. D'accord? Donc à titre d'exemple, voilà l'éclatement que l'on pourrait faire, on peut imaginer. Vous avez dans le premier tableau un extrait de planification PIC, où vous voyez des articles planifiés par famille sur un horizon mensuel. Et vous avez, par exemple, pour le mois de février, 450 véhicules à produire. Et vous avez fait le choix d'une production lissée de 300 véhicules par mois. Voilà. Lorsque vous allez désagréger ce plan industriel et commercial en programme directeur de production, vous allez finalement éclater ce premier tableau en un second tableau qui va vous amener à planifier semaine par semaine, modèle par modèle. Vous voyez qu'on n'est plus au niveau du véhicule, mais là on va planifier plus précisément la fabrication du modèle bleu, du modèle vert ou du modèle jaune, et chacun de ces modèles avec des volumes de production semaine par semaine. Et donc si l'on fait la somme de toutes ces semaines du mois de février et de tous les modèles à produire, nous allons bien retomber sur 450 unités produites au mois de février. Notre 450 qui était planifié au niveau du plan industriel et commercial. Donc vous voyez, c'est la cohérence entre le PIC, planification haute, très macroscopique, et le PDP, planification plutôt détaillée, article par article, le tout en totale cohérence avec le même volume à produire évidemment, mais que vous allez pouvoir dispatcher semaine par semaine et modèle par modèle. Donc c'est tout l'intérêt de cet exercice de planification, le deuxième niveau de planification qui est plus détaillé que votre premier niveau qui est très macroscopique. Donc voilà comment on construit un PDP.
Et ensuite, vous avez votre troisième niveau de planification que l'on ne va pas détailler ici et qui va encore vous permettre de descendre d'un niveau et d'aller planifier cette fois-ci vos composants élémentaires jour par jour au niveau de chacune de vos unités de fabrication, de vos cellules de production. D'accord? Donc c'est bien ce que l'on appelle une planification multiniveau, PIC, PDP, CBN. Donc voilà pour l'essentiel de la planification. J'espère que vous avez bien compris surtout cette cohérence et cette déclinaison de la planification entre le niveau haut, que l'on appelle le PIC, vers les niveaux intermédiaires que sont le PDP et le niveau bas qui est le calcul des besoins nets. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Ocadia. Vous êtes responsable d'un entrepôt et faites face au quotidien à une logistique de plus en plus complexe? C'est pour vous aider dans cette organisation que KLS Logistique a développé des gammes complètes de logiciels de gestion des stocks et des commandes, déployables quel que soit votre secteur d'activité. Prenons l'exemple d'Adrien, responsable logistique. Grâce au module clé en main installé par KLS, il supervise les flux de marchandises et d'informations à travers toutes les zones de son entrepôt, de la réception à l'expédition. Chaque jour, de nombreuses commandes multicanales lui parviennent. Adrien reçoit justement ce matin un chargement de matières premières qui, une fois transformé, doit partir chez un client important. Pour que la commande soit honorée dans les temps, le WMS, relié à tous ces logiciels, va l'aider dans l'ordonnancement, puis allouer en temps réel les ressources humaines et matérielles afin de mieux fabriquer, préparer et expédier. Grâce à de puissants algorithmes de prévision, le WMS anticipe les pics d'activité comme celui-ci. Ainsi, Adrien a pu recruter ponctuellement du personnel et affecter ses équipes au bon endroit pour éviter les goulots d'étranglement. De plus, des outils de traçabilité fiables permettent d'assurer la gestion des matières stockées et de préparer les commandes avec exactitude et rapidité jusqu'au contrôle et à l'expédition. Le pari est réussi. Adrien a gagné la confiance de son nouveau client. Comme son activité se développe rapidement, il doit repenser ses entrepôts. Grâce à une expertise depuis 1986 et son réseau de partenaires, l'équipe KLS lui préconise la meilleure cartographie, qualification des zones et dynamique de flux. Cette nouvelle organisation optimale lui permet d'investir dans de l'automatisation et de nouveaux sites. Adrien garde toujours un œil sur ses tableaux de bord et ses indicateurs, qui lui donnent une connaissance fine de son organisation et lui permettent d'identifier chaque jour avec ses équipes de nouveaux points d'amélioration. Suite à la mise en place de son WMS par KLS, les gains considérables d'espace et de temps lui ont permis d'être à la hauteur de l'ambition de croissance de sa société, tout en assurant une qualité de service irréprochable. Et aujourd'hui, on va parler d'ERP. Voyons l'organisation d'Umbrella Corporation, qui est une entreprise qui fabrique des parapluies, je crois. Et dans cette entreprise, chaque fonction utilise une application spécifique avec sa propre logique, basée sur son métier, avec sa propre base de données. Le problème, c'est que les différentes applications n'ont pas été prévues pour collaborer ensemble. On se retrouve donc avec des données dupliquées dans des formats différents et donc parfois inexploitables entre les applications des différents métiers. Ce qui aboutit à de très longs délais de traitement et de nombreuses erreurs liées au manque de cohérence des données.
Le risque est d'aboutir à un système de silos avec plusieurs systèmes d'information isolés où chacun essaye d'imposer sa logique aux autres, ce qui devient un enfer à gérer. C'est là que l'ERP intervient. ERP veut dire Enterprise Resource Planning, que l'on traduit en français par logiciel de gestion intégré. L'objectif de l'ERP est de garantir l'unicité de l'information et sa mise à jour en temps réel au sein de l'organisation. Et pour ça, on va avoir un ensemble de logiciels professionnels ou progiciels. Ainsi, les différentes fonctions de l'entreprise vont être couvertes par un module spécifique de l'ERP, par exemple comptabilité, vente, achat, logistique, production, ressources humaines, etc. Et l'ERP va centraliser toutes ces données collectées pour être réunies dans une base de données unique. Avec l'ERP, les interfaces utilisateurs des différents modules métiers sont définies de façon similaire, avec évidemment une forte normalisation des données récoltées. Et c'est ce qui permet à l'ERP de diffuser plus facilement et plus rapidement l'information en interne. Par exemple, si un commercial enregistre une vente, l'ERP va appliquer cette vente en temps réel sur le stock de l'entreprise, le journal des ventes, dans les entrées comptables, etc. La collaboration entre les différentes fonctions de l'entreprise est donc non seulement possible, mais devient surtout un élément stratégique pour l'entreprise. Voyons la différence entre CRM et ERP car il y a une confusion entre les deux. Comme vous l'avez vu, un ERP permet une gestion centralisée des fonctions et les flux d'informations associés. Et parmi ces fonctions, il y a les ventes. Et le CRM, c'est justement une solution spécialisée avec de nombreuses fonctionnalités pour améliorer les ventes et plus globalement la relation client. Ça c'est un résumé, Et si vous voulez en savoir plus sur le CRM, je vous encourage à aller voir ma vidéo dédiée sur le sujet. Comme on l'a vu, l'ERP simplifie les flux d'informations d'une organisation. Et grâce à ces flux d'informations fiables et maîtrisés, et notamment grâce à l'analyse des KPI ou indicateurs clés de performance, l'organisation est capable de prendre plus rapidement des décisions stratégiques. Et oui, si vous ne l'avez toujours pas compris, la donnée c'est le nerf de la guerre du numérique. Le but, c'est d'avoir les informations pour prendre les bonnes décisions avant ses concurrents. Par contre, les ERP ne sont pas des outils magiques. Il ne suffit pas de mettre en place un ERP pour avoir tous ses bénéfices. Une phase préparatoire d'étude des besoins est indispensable pour savoir ce que l'entreprise attend de l'ERP, ses objectifs, ses besoins, les fonctionnalités recherchées, une liste des ERP potentiels, les coûts, les délais de mise en place, etc. Ensuite, il est nécessaire d'impliquer les futurs utilisateurs dès le départ et durant les différentes étapes de l'implémentation de l'ERP. En effet, la mise en place d'un ERP crée des changements de fonctionnement interne d'une organisation. Si les modules sont juste imposés aux utilisateurs à la fin de l'implémentation de l'ERP, eh bien, ils risquent de ne pas vouloir les utiliser. Ensuite, comme les ERP sont des logiciels développés de manière standardisée pour plusieurs entreprises, ils doivent être paramétrés en fonction des particularités de chaque entreprise. Plus les entreprises sont grandes, et plus elles vont vers des solutions avec beaucoup de paramétrage et de développement. C'est pour cela que souvent, les ERP comme SAP, Oracle Applications ou Microsoft Dynamics peuvent s'adapter aux grandes entreprises avec leur organisation complexe et les spécificités de leur métier. Néanmoins, plus une solution intègre de développement spécifique, plus elle coûte cher à mettre en place et à maintenir. Mais l'ERP n'est pas réservé qu'aux grandes entreprises. En effet, avec l'essor du cloud et les solutions en SaaS, pour Software as a Service, les ERP deviennent plus accessibles aux petites et moyennes entreprises. Plus besoin de gérer l'infrastructure technique et l'installation de l'ERP, puisque ce dernier est hébergé dans le cloud. Les ERP en SaaS ont pour avantage d'être beaucoup plus simples et rapides à mettre en place. Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver à nouveau avec la suite des vidéos qui concernent le transport international, cette fois-ci avec les contrats et les documents du transport international. Donc avant de vous donner donc ces contrats, vous devez donc visionner en entier le contenu de cette vidéo qui représente les différents acteurs de la chaîne logistique afin de comprendre de quoi on parle absolument dans cette vidéo. Donc je vous laisse le lien de cette vidéo juste devant la description. Il faut absolument regarder avant d'aller plus loin pour bien saisir le contenu de cette vidéo. Donc si vous avez déjà visionné la vidéo suivante, on part vers donc les documents et les contrats du transport international. Et donc déjà, c'est quoi un document et un contrat de transport? Donc la matérialisation du contrat de transport représente le document de transport. Donc c'est quoi un contrat de transport? Il s'agit d'une convention par laquelle un transporteur professionnel s'engage à déplacer une certaine quantité de marchandises d'autrui, appelés les envois, d'un point à un autre,
contre une rémunération selon un mode de transport déterminé dans un délai fixé par un texte légal ou réglementaire, par la convention des parties ou par l'usage. Et donc le document de transport est très important car il représente la preuve du contrat de transport, mais aussi la remise des marchandises au transporteur. Et donc il doit mentionner l'identité du chargeur, l'identité du transporteur, le point de départ et de destination, la nature des marchandises qui sont confiées au transporteur, le prix et bien sûr les défauts qui ont été constatés sur la marchandise par le transporteur. Alors, le contrat de transport est un contrat consensuel qui porte sur un envoi et qui fait intervenir au moins 3 personnes qui sont l'expéditeur, le transporteur et le destinataire. Et donc, je dis au moins 3 personnes parce que là, il existe différents intermédiaires. Donc, les acteurs que nous avons déjà vus dans la vidéo qui représentent donc, et qui parlent sur les différents acteurs de la chaîne de transport. Et donc, le transporteur est tenu par une obligation de résultat. Concrètement, donc, cela signifie, en cas d'anomalie, le transporteur est automatiquement responsable. Et donc, le donneur d'ordre n'est pas tenu de prouver que l'anomalie est due au transport. Cette obligation de garantie du transporteur au regard des marchandises ne commence qu'au moment où il prend en charge cette marchandise-là. Donc, il faut bien faire la distinction entre la conclusion du contrat et le commencement de l'exécution effective du contrat de transport. Et donc, l'échange des consentements ne fait pas démarrer la prise en charge de la marchandise. Et donc, je vais expliquer dans cette diapo les différentes phases du cycle de vie d'un contrat de transport. Donc, les différentes étapes, commençant par la formation du contrat et donc l'accord entre les parties. Et puis, la mise à disposition du véhicule. Donc là, comme j'ai dit, il y a vraiment il faut distinguer entre donc, la formation du contrat et la mise à disposition du véhicule pour le chargement de la marchandise par l'expéditeur. Et puis, donc là, commence la responsabilité du transporteur juste à l'étape de la prise en charge de la marchandise. Donc là, c'est le transporteur qui est garant de la marchandise. Et donc, il y a l'étape de la mise à disposition de la marchandise. Donc, l'acheminement de la marchandise. Et puis, le déchargement et la livraison de la marchandise. Et donc, la fin du contrat, c'est vers la livraison des marchandises. Donc, une fois on livre les marchandises, le contrat est fini. Et puis, par la suite, il y a le paiement, bien sûr, du port. Donc, voici les différentes étapes que je viens d'expliquer. Donc, commençons par la première étape, c'est la formation du contrat. Et donc, les parties du contrat sont l'expéditeur, le destinataire et le transporteur qui est donc comme tel sur le document de transport et donc là qui est le garant de la marchandise. L'objet du contrat, alors le contenu de la prestation doit fournir l'ensemble des informations préalables nécessaires à la bonne exécution du contrat. Et donc le contenu du document, c'est l'identité des parties. On retrouve également l'ensemble des informations relatives à la marchandise, sa charge, sa livraison, et donc les différentes caractéristiques de la marchandise. Et puis des informations relatives au mode de port, est-ce que c'est pour dû ou pour payer. C'est-à-dire est-ce que c'est le destinataire qui va payer les frais de transport ou c'est l'expéditeur. Les caractéristiques du véhicule, la liste des prestations, l'acceptation bien sûr des différentes durées prévues au niveau du contrat et le prix et les conditions de paiement. Donc voici vraiment les différents éléments, les différentes informations qu'on retrouve généralement au niveau d'un document de transport. Alors, après donc la formation, il y a l'exécution du contrat. Donc, l'exécution du contrat commence par la prise en charge de la marchandise. Par qui? Par le transporteur. Donc, par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte, bien sûr. Et donc, celui-ci devient le garant de la marchandise. Donc, quelles sont les obligations de l'expéditeur dans ce cas? Donc, l'expéditeur doit emballer, conditionner, étiqueter les marchandises, respecter donc des règlements particuliers lorsqu'il s'agit des marchandises qui sont dangereuses, la remise de la marchandise, le chargement, mais cette fois-ci pour les envois de 3 tonnes et plus, c'est l'expéditeur qui se charge du chargement de marchandises. Il y a l'immobilisation du véhicule, les documents
Donc rédaction, signature du document de suivi et bien sûr le paiement du prix de transport, mais lorsqu'il s'agit du mode port payé. Alors par la suite, les obligations du transporteur, c'est le choix du véhicule. Donc c'est le transporteur qui est responsable de choisir le véhicule adapté au bon état de marchandise, le respect de l'heure d'arrivée, contrôle et vérification de la marchandise avant sa prise en charge et bien sûr la prise en charge avec la vérification des emballages et du support de charge. Et puis donc la deuxième étape dans cette exécution du contrat, c'est l'acheminement des marchandises. Dans ce cas, le transporteur doit soigner la marchandise, acheminer la marchandise et la livrer au bon moment, au bon destinataire et au bon lieu. La troisième étape, c'est la livraison. Et donc là, on parle de l'accessibilité du lieu de livraison. Donc le transporteur met la marchandise à la disposition du destinataire au point accessible. Et donc cela en fonction du véhicule utilisé. Et donc ça doit être normalement le plus proche du lieu prévu pour bien sûr la livraison. Et donc dans ce cas, pour le cas du déchargement, donc pour les envois de 3 tonnes et plus, le déchargement il est effectué par le destinataire. Pour des envois de moins de 3 tonnes, donc là il y a soit c'est les établissements industriels, donc là c'est à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement, que ce soit pour des chantiers, que ce soit pour les établissements, par exemple les immeubles collectifs, le cas de la livraison. Et donc là soit au niveau des habitats pour les particuliers, donc c'est au seuil de l'habitation. Donc là c'est pour des envois de moins de 3 tonnes. Et pour les envois de 3 tonnes et plus, le déchargement est effectué par le destinataire. Alors, la fin du contrat, donc là, quelles sont les formalités à la livraison? Donc là, le destinataire il est obligé de conserver le recours contre le transporteur en vérifiant la marchandise. En cas d'avarie, mise en jeu de la responsabilité du transporteur, éventuellement mise en jeu de la responsabilité de l'expéditeur, déchargement des véhicules pour, bien sûr, comme j'ai dit, pour les envois de 3 tonnes et plus. Et l'obligation du transporteur, c'est de la remise de la marchandise à la disposition du destinataire, la présentation des documents et le déchargement pour les envois de moins de 3 tonnes. Donc voici les droits et obligations de chacun. Alors le contrat de transport de marchandises ne prend fin que par la livraison effective des marchandises au destinataire. Donc marchandises complètement déchargées et données par le destinataire sur le document de transport. Et donc la dernière étape du cycle, c'est le paiement du prix. Dans ce cas, donc là, il peut être soit exigible à l'enlèvement, soit à la livraison, soit au plus tard au 30e jour suivant la date de réception. Donc ça, c'est en fonction des conditions de paiement qui ont été fixées au niveau du contrat. Donc maintenant, on va commencer par les contrats du transport pour chaque mode. Donc pour le mode routier, on parle de la CMR, le consignement de notes ou ce qu'on appelle la lettre de voiture CMR. Donc c'est la matérialisation du contrat de transport routier. C'est à la fois un document d'accompagnement, un titre prouvant la prise en charge de la marchandise par la compagnie routière. Et donc ce document contient des informations sur le transport international de biens par route établi par la convention relative au contrat de transport, la convention CMR. Il permet à l'expéditeur de disposer des biens en cours de transport. Donc ce document est émis en 4 exemplaires signés par l'expéditeur et le transporteur. Le premier, il est destiné à l'expéditeur. Le deuxième exemplaire reste à la possession du transporteur. Le troisième exemplaire accompagne les biens. C'est un document d'accompagnement. Il est remis au destinataire. Et le quatrième doit être signé par le destinataire puis renvoyé à l'expéditeur. Donc la CMR s'applique à tout, même aux organisations gouvernementales, aux institutions, aux États. Et donc, quelques cas de transport ne sont pas concernés. Le cas des transports d'aménagement, de déménagement, les funérailles, les conventions de transport postal. Donc là, c'est d'autres documents. Alors, la CMR n'est pas un titre représentatif de la marchandise. Donc, il n'est pas négociable. Alors, pour le transport ferroviaire, on parle de la CIM.
la lettre de voiture CIM ou également la lettre de voiture internationale, la LVI. C'est un document établi par l'expéditeur et la compagnie de chemin de fer. Il y a contrat de transport dès l'instant où la compagnie a accepté de transporter la marchandise. Donc la CMI il est émise par le transporteur en 5 exemplaires. Donc il y a l'original qui accompagne les biens. Le double de l'original, il est gardé par l'expéditeur et les 3 autres représentent des documents internes à l'entreprise ferroviaire. Donc la lettre de voiture CIM ou la LVI est à la fois un document d'accompagnement, un titre faisant foi du contrat de transport. Donc il prouve la prise en charge des marchandises par la compagnie ferroviaire et c'est également la base de référence des 2 parties en cas de litige ou de mésentente. Alors pour le transport fluvial, il y a ce qu'on appelle, donc là c'est en fonction des différents types d'affrètement. Donc là le propriétaire d'un bateau le loue en totalité soit en partie. Et donc là le contrat de transport fluvial il revêt 4 formes. Donc il y a la convention d'affrètement au voyage. Dans ce cas on parle d'un itinéraire qui est déterminé pour un tonnage fixé. Alors il y a le contrat d'affrètement pour voyages multiples, donc plusieurs voyages pour un tonnage total donné. La convention au tonnage, donc là le fixé et le prix du transport il est fixé à la tonne en fonction et le nombre de voyages il est illimité. Et la dernière convention c'est la convention à temps. Dans ce cas il y a location d'un bateau pour une durée qui est déterminée. Alors pour le transport aérien on parle de la LTA ou ce qu'on appelle Airway Bill. Donc Airway Bill ou la lettre de transport aérien. Donc c'est un document émis par l'agent de la compagnie aérienne pour des envois en détail. Et donc c'est à la fois la preuve du contrat, la preuve de prise en charge de la marchandise et le justificatif des prix. Donc il ne s'agit qu'un titre de transport donc, et non pas un titre de propriété. Donc il n'est pas représentable et n'est pas négociable. Une lettre de transport aérien unique peut être utilisée pour des envois qui sont multiples de biens. Donc voici un exemple d'une LTA, lettre de transport aérien. Donc là on retrouve différentes informations au niveau de ce document-là, à la fois sur l'expéditeur, le destinataire, la compagnie aérienne, les informations relatives à la marchandise et bien sûr la signature de chaque partie. Donc la lettre de transport aérien, il est délivré en 3 originaux. Donc une feuillette verte pour le transporteur, une feuillette rose pour la marchandise, donc qui sera remise au destinataire, et une autre bleue pour l'expéditeur. Donc dans la pratique, la LTA est émise par la CIE ou par l'agent de frais. Et donc pour le compte du chargeur et sous bien sûr la responsabilité de ce dernier. Donc la LTA ou le Airway Bill, il y a différents types. Il y a la LTA neutre, la LTA compagnie, donc déterminée pour chaque compagnie. La LTA électronique, donc c'est normalement c'est un type de LTA permise par la Convention de Montréal. Et donc ça représente quand même un programme e-Friends, donc c'est pour la matérialisation de la lettre de transport aérien. Ce qu'on appelle l'informatisation de cette lettre. Alors, en cas de groupage, il y a 2 modalités de groupage. Soit que les marchandises seront remises à la compagnie pour avec une seule lettre de transport aérien pour l'ensemble du lot. Et là, on parle du Master Airway Bill. Soit c'est chaque chargeur dont les marchandises font partie du lot recevra du groupeur ce qu'on appelle un House Airway Bill. Et donc ce n'est que muni de 2 mentions. Donc le numéro de la LTA mère, le Master Airway Bill, et le numéro du vol que la LTA de groupage, le House Airway Bill, pourra constituer la preuve de la remise. Donc, soit c'est pour chaque lot de marchandises, soit c'est pour chaque chargeur du lot, soit c'est pour tout le lot une seule lettre de transport aérien. Alors, pour le transport maritime, il y a 2 principaux documents qui sont utilisés. Il y a le manifeste et le connaissement. Et donc là, pour le connaissement, on va consacrer toute une vidéo sur les types de connaissement, sur les substituts du connaissement, les formes juridiques et bien sûr l'utilisation du connaissement.
Donc, on va parler dans cette vidéo juste du manifeste. Alors, comme j'ai dit, ces deux documents sont les plus importants, ce qui détermine donc le mouvement de la marchandise par voie maritime. Alors, le manifeste est un document de transport qui récapitule la totalité des marchandises ou des passagers. Donc, on peut dire que c'est un document de bord. Et donc, pour un véhicule qui transporte à la fois de la marchandise et des passagers, on établira deux manifestes qui sont séparés. Donc, un pour les passagers et l'autre pour les marchandises. Alors, les fonctions du manifeste. Le manifeste est là, soit pour le transport de marchandises, il s'agit de, quels sont les renseignements, les informations qui sont mises au niveau de ce manifeste. C'est l'ensemble, c'est la liste des marchandises qui constitue le chargement du véhicule. Donc, toutes les informations utiles contenues dans les titres de transport, à la fois donc l'expéditeur, le destinataire, la désignation de la marchandise, les marques, la nature des emballages, la quantité, etc. Pour le cas des voyageurs, il s'agit de la liste de tout passager à bord du véhicule de transport et cette liste ne comprend pas en compte les membres de l'équipage. Alors là, voici un exemple de manifeste de transport. Alors, comme j'ai dit, le connaissement sera détaillé dans une autre vidéo. Donc, je vais continuer cette vidéo avec les autres documents accessoires qui sont liés à la gestion administrative du transport international. Donc, l'utilisation de ces documents se limite à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ils servent de documents de liaison entre l'agent maritime et le chargeur, avec le transporteur, le destinataire et les autres acteurs de la chaîne logistique. Et donc, on parle premièrement de ce qu'on appelle le schedule. Donc, il s'agit d'un document d'information client établi pour le service commercial de l'agence maritime. Alors, les données de base de celui-ci sont fournies par l'armateur. Et donc là, il y figure les différentes dates d'arrivée et de départ du bateau par voyage et par port d'escale. Il y a également ce qu'on appelle l'instruction d'expédition. Donc, l'instruction d'expédition, c'est un document d'information décrivant en détail le frais et les conditions imposées par l'exportateur pour son transport physique. On retrouve également le certificat de prise en charge du transitaire. Donc, ça représente un document qui prouve la prise en charge du frais par le transitaire. Il y a également ce qu'on appelle la demande de cotation. Donc, elle est établie par le chargeur, transmise à l'agent maritime représentant de l'armateur pour établissement d'un devis de transport. Donc, la demande de cotation, elle donne une description détaillée de la marchandise, du type d'emballage, le type de transport choisi et la destination finale. Il y a également ce qu'on appelle la cotation. Donc, il faut faire la distinction entre les deux. Alors, la cotation, c'est un document établi également par l'agent maritime pour le compte du chargeur. Donc là, la demande de cotation, elle est établie par le chargeur et transmise à l'agent maritime. Et la cotation, elle est établie par l'agent maritime pour le compte du chargeur. Et il détermine les conditions de facturation de la marchandise pour le voyage. Donc il y a une grande différence entre les deux. Il y a également la demande de positionnement. Donc c'est un document établi par le service booking, le service de réservation. Il est adressé à l'accounage pour la mise à disposition d'un conteneur pour un client à l'export. Le booking, c'est le document établi bien sûr par la section booking de l'agence maritime. Il formalise la réservation d'un espace de chargement sur un navire à la demande d'un chargeur. Donc son but, c'est de faciliter le contrôle du volume de chargement à embarquer sur le navire. Il y a la maquette. Alors là, la maquette, c'est le formulaire standard fourni par l'agent maritime au chargeur. Donc, il aide à faire la description de la marchandise. Et le formulaire rempli sert de document de base pour l'établissement du draft. Le draft, on peut dire, c'est le brouillon du connaissement. Donc, il est établi par le service documentation export de l'agent maritime. Et donc, à la suite de après émission, donc il est ensuite soumis à la procédure interne de validation. Comme j'ai dit, il représente le brouillon du connaissement. Et bien sûr, le reçu d'échange de matériel, ce qu'on appelle Requirements Interchange Receipts, c'est un document de prise en charge qui reprend les caractéristiques du conteneur à réceptionner au port du terminal. La facture du transitaire représente un document émis
par le transitaire pour spécifier les prestations fournies et en demander le paiement. Il y a également l'avis d'arrivée. Alors l'avis d'arrivée, c'est un document émis par le service documentation import. Donc il est adressé au destinataire de marchandises. Donc on y retrouve généralement les renseignements sur la date probable ou effective d'arrivée de la marchandise et la date, le lieu de livraison qui sont prévus. Le Container Depository Site, c'est un document délivré au destinataire de la marchandise par la documentation import. Il indique le montant de la caution à verser pour sortir donc le conteneur de l'enceinte portuaire. Et ce qu'on appelle le bon ou le reçu de quai. Alors le reçu de quai, c'est un document imprimé pour chaque conteneur déclaré chargé sur le navire ou déchargé. Donc pour chaque conteneur chargé ou déchargé, il y a ce qu'on appelle le reçu de quai ou le bon de quai. Il y a également le Delivery Order, ou ce qu'on appelle le bon de livraison. Donc il est délivré au client à la suite de la réglementation de toutes les prestations qui sont dues à l'agence maritime. Et donc, il y a également la liste de chargement ou la liste de déchargement. Donc, c'est un document qui fournit les informations sur l'ordre de chargement, soit de déchargement des conteneurs, donc au niveau d'un terminal. Donc, soit on parle de la liste de chargement ou la liste de déchargement. Donc, dans le cas de l'opération import, on parle de la liste de déchargement. Il y a le billet de bord. Alors, le billet de bord, il s'agit d'un reçu qui est délivré par le capitaine du navire attestant l'embarquement du fret. Et l'ordre de manutention. Alors, l'ordre de manutention, c'est un document émis par un organisme s'occupant de la manutention de la cargaison et les autres opérations de manutention du fret. L'autorisation de sortie, alors c'est on peut dire le document final. Donc c'est un document autorisant la sortie de marchandises qui sont spécifiées donc du port ou de l'enceinte d'une gare maritime. Alors bien sûr, il y a d'autres documents qui sont liés aux prestations de services de la marchandise, que ce soit pour l'autorité portuaire, pour la douane, pour la Société Générale de Surveillance, pour les services sanitaires, soit pour la cognée ou le chargeur. Donc il y a les documents de la douane. Donc dans la douane, on retrouve différents types de documents. Il y a la déclaration de douane, la demande d'escorte, l'autorisation d'embarquement et l'autorisation de débarquement, donc soit à l'export ou à l'import. Pour les documents sanitaires ou de l'environnement, ce sont les prestations de contrôle des certificats d'inspection. Donc là, ça représente soit des certificats sanitaires, soit des certificats de qualité délivrés par le service sanitaire, représenté par le ministère de Santé, soit des certificats de qualité de l'environnement. Donc là, ça représente les documents sanitaires et de l'environnement. Et il y a également donc là les autres documents accessoires liés au service des opérations. On retrouve donc la demande de pilote. C'est un document adressé au commandant du port. Donc ce dernier valide la demande et désigne un pilote pour le guidage du bateau. Il y a la demande d'ouverture de bureau. Donc cette demande est adressée à la douane pour ouverture des opérations pour un navire donné. Et la demande de débarquement. Donc là, la demande de débarquement, elle est adressée au service de traitement des manifestes, soit import, soit l'export. Donc là, pour solliciter le débarquement des marchandises du bateau. Donc il y a également le laissez-passer de main. Donc le laissez-passer, il est établi par le service des opérations. Donc, est visé au commissariat spécial du port. Donc, il permet la libre circulation des marins sur un territoire national durant l'escale du navire. La demande d'escale, là, la demande d'escale, elle est adressée à l'autorité portuaire pour solliciter, bien sûr, le contrôle d'un navire à la fin des opérations de manutention. Donc, chers téléspectateurs, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez donc aimé ce contenu, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner à notre chaîne. Et à très bientôt. Ne ratez pas l'autre vidéo ou la prochaine vidéo qui portera sur le connaissement, donc spécialement pour le connaissement maritime ou ce qu'on appelle le Bill of Loading. Donc, quels sont les substituts du connaissement, quelles sont les formes du connaissement et quelles sont les fonctions du connaissement. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.
Bonjour chers téléspectateurs, Archivlog TV est votre chaîne qui vous permettra de faire votre chemin en logistique transport. Alors la vidéo d'aujourd'hui porte sur deux notions fréquemment confondues. C'est le transport intermodal et le transport multimodal. Alors, si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre boîte Gmail. Alors, le transport intermodal se définit comme étant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus, mais dans une même unité de chargement ou dans un même véhicule routier et sans empotage ni dépotage. Alors, le transport intermodal, il consiste dès lors à utiliser successivement deux ou plusieurs modes de transport pour réaliser le transport d'une charge utile d'un point d'origine à un point de destination. Alors, celui-ci utilise des conteneurs de différents types pour combiner plusieurs modes de transport afin d'exploiter leurs forces respectives. Dans le transport intermodal, chaque mode de transport fera l'objet d'un contrat séparé entre le client et chaque différent prestataire de services de transport. Et ce qui va faire la différence entre le transport intermodal et le transport multimodal. Alors, il existe bien sûr différents types de transport intermodal, soit la combinaison entre ferroviaire et le routier, soit la combinaison maritime, ferroviaire, routier, la combinaison maritime et le mode routier, maritime, ferroviaire plus routier, ou également maritime routier. Donc il existe vraiment différents types de combinaisons pour bien sûr réaliser un transport intermodal. Alors quant à transport multimodal, celui-ci il désigne l'acheminement d'une marchandise empruntant deux modes de transport différents ou plus. Alors une partie du trajet peut ainsi être réalisée soit par route, l'autre par voie maritime, fluviale ou par voie ferrée. Mais attention à ne pas confondre avec l'intermodal. Cependant, si les prestataires des services restent différents et la conception de base dès lors très similaire à celle du transport intermodal, les différents modes de transport feront ici l'objet d'un contrat unique entre le client et un opérateur spécialisé. Donc, ce qui fait vraiment la différence entre le transport intermodal et le transport multimodal, c'est le contrat. Dans le transport intermodal, on fait un contrat séparé. Dans le transport multimodal, il existe un contrat unique entre le client et l'opérateur spécialisé. Donc défini comme un transport intermodal, dont les parcours principaux s'effectuent par voie ferrée, voie navigable ou mer, et dont les parcours initiaux ou terminaux se font les plus courts possibles par voie routière, c'est la définition du transport combiné dans ce cas. Alors, le transport combiné, c'est la combinaison entre soit le transport ferroviaire, maritime ou par voie navigable, mais surtout les parcours initiaux et terminaux se font par voie routière et ils sont les plus courts possibles. Alors, le transport combiné, il permet une massification des flux et donc une minoration de la consommation d'énergie fossile. Il contribue à la décongestion des infrastructures routières parce que là, les trajets initiaux et terminaux sont les plus courts possibles et se font par voie routière. Donc, cela contribue vraiment à une décongestion des infrastructures routières. Il permet d'accroître la sécurité routière, en particulier dans les tunnels ou en cœur des villes. Il offre un service alternatif et concurre à l'offre routière pour des liaisons longues distances. Et donc cela permet vraiment d'améliorer la compétitivité de l'offre nationale du transport international. Alors on distingue dans ce cas deux types de transport combinés. Il y a le transport combiné accompagné et le transport combiné non accompagné. Transport combiné accompagné, c'est un transport d'un ensemble routier qui est complet par un autre mode de transport accompagné de son conducteur, soit dans ou en dehors de son camion. Mais c'est accompagné, donc c'est complet, c'est un ensemble complet. Pour le transport combiné non accompagné, alors il s'agit d'un transport de véhicules routiers ou de parties de véhicules par un autre mode de transport, mais sans présence du conducteur. C'est ça la différence entre les deux.
Alors avec le transport combiné sont apparus de nouveaux concepts. On parle du ferroutage, on parle de la comodalité, on parle de l'optimodalité. Alors le ferroutage, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de charger et décharger des camions complets sur un train. Quant à la comodalité, c'est le recours efficace à différents modes de transport isolément ou en combinaison. C'est commodal. L'optimodalité, c'est l'optimisation des performances techniques, économiques et environnementales des chaînes de transport de marchandises. Donc, ce sont des concepts qui sont apparus avec, bien sûr, le transport combiné. Alors, les différentes catégories de transport combiné, donc, il y a le transport combiné rail-route, donc c'est entre le mode ferroviaire et le mode routier. Il y a le transport combiné fleuve-route, donc entre le mode routier et le mode fluvial, donc par voie navigable. Il y a également ce qu'on appelle le cabotage maritime, ce qu'on appelle maritime courte distance, ou en anglais short sea shipping. Il y a également ce qu'on appelle le feedering ou le low-low. Donc, c'est généralement les parcours initiaux, terminaux se font soit par voie maritime et par voie routière, et le trajet principal se fait par voie maritime. Donc, maintenant, on parle du choix de mode de transport. Est-ce que c'est le multimodal? Est-ce que c'est l'intermodal? Est-ce que c'est combiné? Si on veut faire donc un de ces trois, donc quelle est la combinaison optimale? Donc pour transporter une personne ou une marchandise d'un point à un autre, il est possible d'utiliser successivement, utiliser sur un seul trajet, donc plusieurs moyens, plusieurs modes de transport. Par exemple, prendre un avion suivi d'un train, de bus, ou simultanément, ce qu'on appelle le ferroutage, plusieurs modes de transport. Mais le choix représente la solution de transport. Donc pour faire le choix du mode de transport, il faut prendre en considération le coût, la rapidité, la sécurité, la géographie, c'est-à-dire est-ce qu'il existe des obstacles naturels, est-ce qu'il y a des îles, est-ce qu'il y a des montagnes, est-ce qu'il y a des inondations. Donc quelle est la géographie de la région, le climat également et l'environnement naturel et également social. Donc, lorsqu'on parle du transport intermodal, multimodal ou combiné, donc il existe deux notions très importantes, c'est le post et le pré-acheminement. Donc, pour réduire le coût, il est intéressant d'emprunter soit des moyens de transport qui sont collectifs, le cas des trains, soit des moyens de transport de grande capacité, le cas des barques, des porte-conteneurs, soit les deux. Alors, le début de l'itinéraire a alors pour objectif de rejoindre le moyen de transport le moins coûteux. Donc, c'est le pré-acheminement. Et la dernière partie de l'itinéraire sert à rejoindre le point de destination, ce qu'on appelle le post-acheminement. Bonjour, aujourd'hui le contrat de commission. Pour rappel, on sait que dans un contrat de transport, nous avons trois parties. L'expéditeur, qui est souvent le vendeur de marchandises à transporter, on l'appelle aussi donneur d'ordre, chargeur ou client du transporteur. On trouve ensuite le destinataire, qui est en général l'acheteur de la marchandise, et entre ces deux opérateurs, on trouve un transporteur, qu'on appelle aussi voiturier, qui achemine la marchandise. Mais il peut y avoir aussi un quatrième intervenant, qui s'appelle le commissionnaire. L'expéditeur va donc déléguer au commissionnaire de cette opération de transport, et c'est le commissionnaire qui va choisir le transporteur. Qu'est-ce qu'un commissionnaire? Prenons l'exemple de M. Garuzac, vigneron à Florensac, dans le Languedoc. Il souhaite expédier 100 000 de ses bouteilles à Pékin chez un négociant. Il peut acheter lui-même des transporteurs. Il peut chercher lui-même des transporteurs. Il devra donc traiter successivement avec, premièrement, un transporteur français pour acheminer la marchandise jusqu'à Marseille, puis un intermédiaire portuaire, c'est-à-dire un docker, ensuite un transporteur maritime, qu'on appelle compagnie maritime, jusqu'à Tianjin, puis à nouveau un intermédiaire portuaire, un docker en Chine, et enfin un transporteur terrestre de Tianjin à Pékin. On imagine le temps que cela représente, sans parler de l'insécurité juridique qui en découle pour l'exportateur.
car si la marchandise est endommagée en cours de route, il sera amené à plaider à Marseille, à Pékin ou ailleurs. Notre vigneron s'adressera donc certainement à un commissionnaire qui prendra en charge l'ensemble des opérations de transport. L'exportateur se verra ainsi déchargé de tout souci. Autre avantage, si un problème survient en cours de route, le vigneron pourra assigner le commissionnaire devant une juridiction en France. Ce sera certainement le tribunal de commerce de la région du Languedoc. Le commissionnaire choisit librement ses préposés, transporteur, manutentionnaire, assureur, et c'est lui qui est responsable. Quels sont les autres avantages que peut tirer M. Garuzac en recourant à un commissionnaire? Il sera le seul interlocuteur, ça sera une simplification, un gain de temps, il aura donc recours à un expert, donc qualité du service et efficacité, et enfin, il va réduire les risques juridiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À vous de jouer! Donc comme prévu, comme on demandait en classe, je vais vous faire un petit exemple avec les mètres planchers linéaires pour une tarification en lot partiel. Donc on va toujours calculer masse réelle, masse fictive, et ce coup-ci on rajoute mètres planchers linéaires. Donc on va faire un petit exemple assez simple, un seul envoi depuis les quais de l'entreprise Transport Gex. Donc c'est 2 palettes euros, poids brut total 980 kg. Elles font toujours les mêmes dimensions, donc 120 par 80 par 150, à destination de Metz, port payé. Donc là, la mise en situation, c'est la suivante. Donc vous êtes en stage chez Transport Gex, un transporteur du pays de Gex. Votre responsable vous demande de prendre en charge 2 palettes à expédier rapidement, destination Metz, port payé. Il vous informe également que le seul véhicule disponible pour cet envoi est un porteur, donc carrosserie fourgon. 9 mètres de longueur pour le porteur, 2,50 m de largeur et 3 mètres de hauteur. Donc là, on va nous demander, comme les précédents exercices, de taxer cet envoi et de calculer le montant total facturé au client. Je reprends toujours la même grille tarifaire, parce que bon, je trouve qu'elle est assez bien. La notion que j'ai rajoutée ici, donc, qui apparaissait pas dans les précédents exercices, c'est 1 mètre linéaire égale 1760 kg. Donc si vous avez cette information-là, il faut absolument calculer les mètres planchers linéaires. Dans les exercices d'avant, on avait uniquement 1 mètre cube égale 260 kg. Dans ce cas-là, on fait toujours poids réel et poids volume, enfin et masse volumique, pardon. Et dans ce cas-là, on a 1 mètre linéaire égale 1760 kg, donc il va falloir calculer la masse par mètre plancher linéaire. Voilà la résolution, donc la masse réelle c'est toujours la même, hein. Donc 2 palettes 980 kg. La masse volumique, elle est de 748,8, donc longueur fois largeur fois hauteur fois le nombre de palettes 2. Ça nous donne 2,88 m3 fois 260, parce que 1 m3 égale 260 kg, et on a 748,8. Là, la petite chose qu'on vient de rajouter, c'est 1 mètre linéaire égale 1760 kg, donc on va devoir calculer la masse par mètre plancher linéaire. Vu que c'est des palettes euros, on peut faire 2 fois 0,4. Ça nous donne 0,8 mètres linéaire fois 1760 kg, et ça nous donne 1408 kg. Ou sinon, il y a un truc qui marche très bien aussi, c'est dessiner. Donc là c'était simple, il y avait 2 palettes. Si vous en avez plusieurs de tailles différentes, le mieux c'est de les dessiner et de voir la longueur occupée par toute la marchandise dans le véhicule. Et la longueur occupée par toute la marchandise dans le véhicule, et bah du coup, c'est vos mètres linéaires. Donc là, ce qu'on va retenir, c'est le plus lourd entre la masse réelle, la masse volumique et les mètres planchers linéaires. Ce coup-ci, c'est les mètres planchers linéaires, 1408. Donc nos 1408, on va regarder dans la grille tarifaire quel tarif on va devoir prendre. Donc Metz, c'est 57. 1408, ça se trouve dans la dernière colonne. Donc on n'aura pas de payant pour, hein, parce qu'il n'y a pas de colonne à droite. Notre tarif, ce sera 19,9 pour 100 kg. Étant donné que on a 1408 kg, donc on va diviser nos 1408 kg par 100, ça nous donne 14,08 tranches de 100.
fois 19,90. Le tarif est donc de 280,19. Voilà, on est en port payé, donc les frais qu'on doit rajouter c'est 8 euros. Donc les frais qu'on doit rajouter c'est 8 euros. Et au final, le tarif qu'on va facturer au client, ce sera 288,19. Bonjour chers élèves de transport, organisation de transport. Nous allons apprendre aujourd'hui comment calculer le coût d'un transport fluvial. Le prix du transport fluvial se compose d'une part du prix du transport sans les péages, d'autre part des différents péages. Tout d'abord le prix du transport sans les péages. 3 données sont nécessaires. La distance en kilomètres, par exemple 150 km, le tonnage de marchandises en tonnes, par exemple 240 tonnes, et le prix à la tonne kilomètre, par exemple 0,04 € la tonne kilomètre. Donc le prix du transport sans les péages sera de 150 fois 240 fois 0,04, c'est-à-dire 1440 €. Deuxièmement, les différents péages. Ils sont au nombre de 4. Petit 1, le droit d'accès au réseau en fonction du port en lourd du bateau. C'est un tarif en fonction du gabarit du bateau. Le port en lourd, c'est la capacité du bateau. Par exemple, un port en lourd de 350 tonnes, le tarif, le droit d'accès au réseau, sera de 36,54 €. Petit 2. Le terme variable en fonction des tonnes kilomètres. C'est la partie variable des péages puisqu'elle va être calculée en fonction du gabarit du bateau, du tonnage et des kilomètres. Par exemple, pour une péniche de type Fraissinet, c'est un petit gabarit avec un prix de 0,000784 € la tonne kilomètre. Pour un même tonnage de 240 tonnes et une distance de 150 km, on aura donc 0,000784 fois 240 fois 150, soit 28,22 €. Petit 3, le service spécial d'éclusage. C'est le prix que les bateliers doivent payer pour passer chaque écluse. Donc, si vous devez passer 36 écluses et que chaque écluse est à 10,20 €, vous devrez payer 36 fois 10,20 €, soit 367,20 €. Petit 4, les services de péage spéciaux. Ce sont des suppléments en fonction des infrastructures particulières à franchir, comme par exemple le tunnel de Mauvage, la pente d'eau de Montec ou le tunnel de Ricval. Ou bien aussi, nous avons des tarifs qui sont doublés en fonction des jours fériés ou des veilles de jours fériés. Donc, pour notre exemple, la somme des différents péages s'élève à 36,54 plus 28,22 plus 367,20, c'est-à-dire 431,96 €. Donc, pour notre prix global de transport fluvial, on aura 1440 plus 431,96, soit 1871,96 €. La douane au cœur de la chaîne logistique. Analysons quelles formalités douanières interviennent lors du processus logistique d'importation. Prenons l'exemple de l'acheminement d'une commande d'outils d'une usine de Shanghai vers un magasin de bricolage en France. Le service achat du magasin de bricolage reçoit une alerte de rupture de stock. L'employé passe une commande de 5000 marteaux à son fournisseur chinois. Dans l'usine chinoise, le fournisseur prépare la commande de son client français. Il la charge ensuite dans un conteneur de groupage à destination du Havre. Au moins 24 heures avant l'embarquement du conteneur de marteaux, le transporteur envoie une déclaration préalable de sûreté-sécurité. Cette déclaration est désignée sous le terme ENS.
Elle est réalisée au moyen du système informatique de contrôle import ICS. Au même moment, un douanier de la cellule de levée de doute du Havre constate que l'ENS a fait l'objet d'une sélection par l'automate de sûreté. Elle décide alors que la marchandise devra être contrôlée au premier port d'entrée de l'Union européenne. Deux types de contrôles peuvent être préconisés à ce stade. Un contrôle de sûreté afin d'appréhender les risques liés au terrorisme, ou un contrôle de sécurité visant la protection du consommateur et la lutte contre l'économie illicite. Le conteneur est chargé au moyen d'un portique sur le porte-conteneur à destination du Havre. Après 35 jours, le porte-conteneur arrive au Havre. Le conteneur est déchargé et stocké sur le terminal portuaire. Un contrôle de sûreté est réalisé par une équipe maître de chien explosif, mais ne révèle pas de risque de cette nature. Le conteneur est transféré dans une installation de stockage temporaire dans laquelle les marchandises sont dégroupées. Le stockage peut durer 90 jours. Un douanier et l'exploitant de l'entrepôt se rendent devant l'alvéole contenant les cartons de marteau pour réaliser un contrôle de prise en charge. Le douanier vérifie la concordance de la déclaration de dépôt temporaire avec les marchandises. Il réalise un dénombrement des cartons et contrôle la nature des produits. La marchandise doit être dédouanée à Lyon, elle est donc chargée dans un camion afin de circuler en suspension de droits et taxes sous le régime du transit jusqu'au bureau des douanes de Lyon. Le transitaire établit la déclaration de transit dans le logiciel dédié. Le camion achemine le chargement vers Lyon. Au cours du trajet, une équipe de motocyclistes des douanes sélectionne le camion pour contrôle. Les 3 motards rejoignent le poids lourd. Un motard se porte à la hauteur du camion. Puis, une fois placé devant, lui fait signe de le suivre. Les 3 motards encadrent le poids lourd et l'accompagnent vers le point de contrôle. Sur la prochaine aire d'autoroute, le service des douanes procède au contrôle du poids lourd sélectionné. Le contrôle ne révèle pas d'anomalie et le chauffeur reprend sa route. Le camion repart vers Lyon. Il se gare devant le bureau des douanes. Le conducteur téléphone au transitaire pour lui indiquer qu'il est arrivé au bureau des douanes de destination du transit. Le transitaire notifie l'arrivée sur le logiciel de transit. La notification d'arrivée réalisée par le transitaire apparaît sur l'écran du bureau de douane de destination. En l'absence de contrôle par le bureau d'arrivée, le bureau des départs est informé de l'apurement de la déclaration de transit. Le déclarant décide de mettre à la consommation les marchandises en déposant une déclaration en détail auprès du bureau de douane de Lyon. Il se connecte au téléservice Delta et valide la déclaration. Le douanier de Lyon vérifie les éléments de la déclaration dans Delta. Il réalise un contrôle de l'espèce, de l'origine et de la valeur des marchandises pour s'assurer de la liquidation correcte des droits et taxes. En l'absence d'anomalie, il donne la main levée aux marchandises. L'opérateur peut désormais en disposer librement. La boucle est bouclée, les marteaux sont disponibles pour le consommateur en magasin.